Et le livre de Jonathan Safran-Foer, qui fait le prétexte du débat ce soir, il évoque quand même une réalité qui est différente de la réalité française, c'est quand même les hormones, ou l'élevage des poulets, etc., qui est quand même différent en France. Et je voudrais savoir si la solution, ça ne serait pas améliorer à petits pas, en passant peut-être par une forme de protectionnisme français ou européen. Qu'est-ce que vous pensez, notamment M. Nicolino de ça, d'une législation très normative? Et d'un autre point de vue, une deuxième partie de ma question, c'est on a beaucoup parlé de l'abattage rituel, qui pose d'autres questions, parce que la viande cachère ou halal doit être abattue différemment. Et oui, j'ai travaillé sur cette question. Et je voudrais savoir si, forcément, quand on va toucher à ce genre de problématique, on peut stigmatiser les populations. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous pensez qu'on peut concilier essayer de vivre ensemble avec le respect des animaux. C'est toujours évident. Voilà. Je propose que ce soit Yves-Marie Le Gouvernement qui le fasse, parce qu'il y a un chapitre de votre livre qui dont le titre, la première partie du titre est États-Unis, la bêtise industrielle. Et donc, c'est peut-être une façon de répondre. Oui, les Américains ne sont pas un modèle dans la production de viande, mais on n'en est pas non plus un en France. Notre élevage de poulet, notre élevage de cochon, c'est une véritable catastrophe. Notre élevage de bœuf, c'est très très moyen. Pour répondre à votre... On peut faire une aparté sur l'abattage rituel? Je vais vous raconter une anecdote. Je travaille avec un élevage en Espagne qui produit un bœuf particulier qui s'appelle le bœuf Wagyu. Le bœuf Wagyu est un animal extrêmement sensible, mais vraiment très très sensible. Toute sa vie, c'est un animal d'origine japonaise. Toute sa vie, tout est fait pour qu'il soit le plus zen possible, le plus heureux possible. On va jusqu'à faire des composts de paille, ne pas mettre des litières de paille parce que pour pas qu'il y ait d'odeur d'ammoniac. On fait des composts de paille, ça coûte très très cher. Ils sont vraiment élevés comme on peut élever des chevaux de course, quoi. On sait pas un animal très particulier qui coûte très très cher à consommer, qui donne une viande fabuleuse. Mais il y a un véritable souci permanent d'éviter le stress de cet animal. On va très 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 loin dans la recherche, dans cette recherche-là. On a même fait intervenir des sophrologues animaliers pour savoir quel était le meilleur abattage. Et on s'est aperçu en fait que le meilleur abattage, je vais peut-être choquer les gens, mais c'est l'abattage rituel. Ben, ça a été ma grande surprise parce que je n'imaginais pas ça. On s'est aperçu que, en fait, moi je suis allé voir en Israël le plus grand abattoir qui travaille, enfin qui fait de l'abattage rituel pour voir comment c'était fait. C'est absolument horrible de voir un animal abattu de façon rituelle. On est tous bien d'accord. Mais c'est pas beaucoup mieux de voir un animal abattu de façon traditionnelle non plus. Mais c'est très très efficace par contre. C'est pas beau à voir du tout. C'est un animal qu'on tranche la gorge d'un seul coup, c'est pas beau à voir du tout. Mais il n'y a rien de plus efficace pour le tuer d'un seul coup. Voilà, c'est ma petite aparté. Alors c'est juste une remarque, quelque chose que j'ai constaté. Moi, je n'avais pas cet avis-là au départ et je l'ai constaté. Il y a une agonie longue. Il n'y a absolument pas d'agonie. Non, il n'y a absolument pas. Non, l'animal est immédiatement mort. On lui tranche. Non, mais. J'avais quelqu'un d'extérieur. Non, mais attendez, moi je suis allé voir, j'avais pas cet avis. Je suis allé voir, je l'ai constaté. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas joli à voir, mais c'est beaucoup plus efficace. Oui, mais quand on est censé faire. Non, mais est-ce que vous avez été le voir? Non. Je peux vous dire que j'ai été le voir, je l'ai constaté. Peut-être que l'animal ne dirait pas ça, on n'est pas. Je vais rentrer dans ce. Je veux dire que. Non, je peux vous dire que je l'ai constaté. Nous, on l'a constaté, dans cet élevage, on l'a constaté parce qu'on a plus du tout de problème de stress, on n'a plus du tout de problème d'adrénaline dans le muscle, on a vraiment les meilleurs résultats depuis qu'on fait ça. Donc, tout ça c'est pour faire cet aparté parce qu'il y a un grand débat là-dessus. Je pense que notre profession se défend très mal là-dessus parce qu'on part dans des choses. Moi j'assume complètement le métier de boucher. Je suis boucher, je sais qu'il faut passer par la mort d'un animal pour travailler. Je suis persuadé que mon métier est un métier d'avenir. Je suis désolé de vous le dire. Je suis persuadé que j'ai un rôle à jouer pour produire de la meilleure viande, pour en tout cas encourager les élevages pour produire de la meilleure viande. Ouais, je peux très bien comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Fabrice
quelques mots sur l'abattage rituel. Je réponds rapidement aux deux questions. Sur l'abattage rituel, bon, au risque de tout choquer, je veux dire, ça me choque, bien sûr, ça me choque cette façon moi j'ai vu des images, hein, je n'ai pas été allé sur le terrain, les images que j'ai vues m'ont choqué, puisqu'effectivement il y a un temps d'agonie. Néanmoins, je replace ça dans un cadre très très général, et je ne crois pas que ce soit beaucoup mieux le reste. Et je m'interroge un petit peu, c'est sûr que mettre le doigt sur l'abattage rituel, donc désigner clairement des communautés de France, est-ce que c'est une bonne façon de faire avancer la question? J'en doute fortement. Je vois en revanche que ça peut remuer comme bout à côté de cela. Je suis dans disons l'interrogation. En ce qui concerne le protectionnisme en France pour essayer d'échapper à l'emprise américaine, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. En tout cas, un autre modèle, par la protection de nos frontières, mais oui, bien sûr, on peut tout à fait imaginer cela, mais ça impliquerait une rupture, non pas avec le modèle américain, mais avec le modèle français, parce que le modèle français, il a été complètement modelé, très rapidement, en quelques phrases, il a été complètement imaginé et modelé par des agronomes, des jeunes agronomes qui sortaient de la guerre à partir de 1945, et qui, disons, pendant 10-15 ans, ceux qui ont créé l'INRA, notamment, l'Institut national de recherche agronomique, qui étaient des gens très valeureux, souvent issus de la résistance, antifasciste, et qui ont fait le voyage aux États-Unis, où ils ont découvert les yeux écarquillés, parce que c'est un moment où on souffrait de la disette, il y avait une disette rapidement en France. Ils débarquent aux États-Unis et ils voient un système extraordinairement productif, un système de viande, de production de viande, prodigieux à leurs yeux. Ils reviennent en France où on souffrait de la faim et où la viande paraissait quelque chose de totalement inaccessible. Et ils n'ont eu de cesse que de réinventer en France, avec les moyens de l'INRA, le système industriel de production de viande. Autrement dit, c'est très, je veux dire, le modèle américain est vraiment dans les têtes et dans les faits en France. Et pour imaginer un système protectionniste, je dirais pourquoi pas. Moi, c'est pas un mot qui me fait peur. Je ne vois pas au nom de quoi, au nom de quelle idéologie en perte de vitesse aujourd'hui, il faudrait renoncer à des mesures de protection pour imposer un système meilleur. Si je peux me permettre, notre système est déjà très protectionniste en raison du rôle fondamental des subventions faites à l'agriculture par l'Europe. D'ailleurs, vous avez écrit un chapitre là-dessus, vous voulez en dire un mot? Oui, en fait, dans mon livre, j'explique l'action